à tous et à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode avec Toulouse Connect. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. Oh là Oui, je là! crois, Soso, que tu as trouvé le mot invité de marque. Exactement! Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir vous accueillir et de pouvoir nous parler un peu de la culture toulousaine et européenne, mais aussi de parler un peu de vous, Geneviève, qui vous êtes. Hein? Et oui, Ce serait alors, chouette. je suis Geneviève Saint-Hubert. Voilà, Ça me fait commence. penser au Oui, on a pensé à la je même viens de chose. penser au Oh beurre. ben, Oui, que ma Ah tante m'en oui, le faisait. beurre, Saint-Hubert, les chiens, il y avait des chaussures à un moment oui. donné, On vous les a toutes voilà, faites. hein, on me les a Hein. toutes Moi, faites. moi, je m'appelle Franck, alors vous connaissez la chanson. Hein. Exactement. Voilà, moi j'ai eu droit. Voilà. Moi, Souad Massik, à l'âge de ma maman, je Voilà. comprends pas pourquoi. Et j'adore ces musiques d'ailleurs au passage. Bon, Alors du coup, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours et pourquoi la Maison de l'Europe. alors je vais essayer de raccourcir beaucoup. Donc, je suis, comme je vous l'ai indiqué, Geneviève Saint-Hubert. Je suis à l'heure actuelle secrétaire générale de la Maison de l'Europe. Nous détaillerons peut-être les activités tout à l'heure. Tout à fait. Comment suis-je effectivement arrivée à co-créer une maison de l'Europe à Toulouse? Eh bien, tout simplement pendant mes études. Alors, je vais parler un peu de choses très très anciennes, hein, puisque Erasmus n'existait pas, donc c'est vous dire si on était à l'ère primaire. Hein. Donc, je faisais des études de langue à l'université, aujourd'hui Jean Jaurès, avant Numirail, et j'ai fait anglais-allemand. Et j'ai eu la chance de faire un stage d'abord à côté de Strasbourg avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui est toujours Active. d'actualité active, et je recommande à tous les jeunes qui peuvent bénéficier de ces stages et de ces échanges de les faire, parce que d'abord ça ouvre et puis parfois ça mène à ce que je vais vous raconter. Donc d'abord nous avons eu une visite au Parlement européen à Strasbourg, qui n'était pas le bâtiment actuel, c'est pour vous dire si c'était... Il est encore en rénovation, j'y suis allée cet hiver. Oui, C'était Il est les encore, ouais. prémices. c'était le Les bâtiment à l'époque du prémices. Conseil de l'Europe, qui Conseil de abritait le l'Europe. Parlement européen. Et donc là, j'ai eu une espèce de choc, mais qui ne m'a pas amené à vouloir faire de la politique ou devenir députée européenne, pourquoi pas. Et j'ai fait un an après un autre stage, alors là, à la Maison de l'Europe de Berlin. Et là, j'ai dit, Waouh. mais c'est génial ce concept, parce que c'était un lieu qui avait de l'hébergement, de la restauration, des grandes salles de formation avec de la traduction simultanée. Et j'ai dit, il faut absolument que je trouve celle de Toulouse. Et quand je suis rentrée, j'ai cherché, il n'y en avait pas, Voilà. évidemment. Donc, j'avais fait mon stage de traduction donc, dans une association sur les allées Charles de Fitte. Et je voyais un monsieur, quand je faisais ça, qui avait écrit Mouvement européen sur sa porte. Et donc, j'ai dit, ce monsieur doit sans doute connaître la Maison de l'Europe de Toulouse. Et donc, j'ai frappé à cette porte et il n'y avait pas de Maison de l'Europe. En revanche, il y avait un projet, mais qu'il n'avait pas vraiment le temps de mettre en œuvre. Et excusez-moi, ça datait de quand du coup Alors là, on est dans les années 83. 83, d'accord. 83, 84. 83, La Maison de 84, il l'Europe. n'y avait rien sur Toulouse, donc 83, 84. Ah ben il n'y avait rien de Voilà, rien, rien il de n'y rien. avait pas non plus en Ok. termes de traité européen, la citoyenneté européenne Oui, n'existait oui, pas, c'est c'est vrai. 92. Ouais, Donc, tout à fait. Ah oui. Tout à fait. donc voilà, il a dû voir que j'étais un peu mûre pour la chose et on m'a prêté un bout de bureau, une machine à écrire, une vraie, avec le papier calque, vous savez, pour avoir le double Il y avait là, encore le fax, les non, feuilles, Encore le les feuilles Minitel. Ouais, violettes, Minitel. c'est pour vous dire, hein, c'est antédiluvien. Et voilà, et j'étais timide, ne connaissant personne, et j'ai voilà, monté ce projet, bien aidé bien sûr. Et la Maison de l'Europe, donc il y a une association de préfiguration qui s'est créée en 1985, qui était un peu le test où justement on parlait culture. On avait mis des actions culturelles un peu dans tout Toulouse pour voir ce que ça donnait. Alors des choses de la Commedia dell'arte italienne, Ah oui, c'était des varié. choses avec le Goethe Institut, etc. Voilà, donc une fois qu'on a vu que ça marchait, ces animations culturelles, on a donc à la suite de l'association de préfiguration, créé l'association Maison de l'Europe, avec un conseil d'administration qui, à l'époque, avait beaucoup plus d'associations culturelles. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont
disparu, mais le Goethe Institut est membre fondateur, hein, ainsi que le CRIJ, le Centre régional d'information et jeunesse. Goethe Institut, Depuis... on peut rappeler un peu. Alors le Goethe Institut, c'est le centre culturel allemand. C'est ça. Il y a l'Alliance française pour la France, à Toulouse, on a aussi, mais ils sont arrivés plus tard, on a aussi le centre espagnol. La Casa des... Non, c'est pas la Casa. Non, pas la Casa des Papel, non. Non, c'est la Casa d'Espagne. Non, ils sont on les avait, voilà. et comme là, ils sont plus confidentiels. Ouais. Il y a également, nouvellement, l'Institut Cervantes, puisqu'avant, il y avait des associations espagnoles, soit qui sont un peu plus confidentielles maintenant, ou qui ont disparu. Mais on avait, à l'époque, plusieurs nationalités. Et ensuite, on a toujours les consuls européens, hein, qui sont pour la plupart des consuls honoraires, hein, et puis des membres d'honneur qui sont les institutionnels de la région, la métropole, en passant par le préfet, le recteur, le département, etc. Voilà. Et vous, en tant que mission, qu'est-ce que vous faites en fait? Alors en fait, au départ, puisque je suis toujours sur mon parcours, au départ, l'idée c'était l'idée de la construction européenne. Je rappelle, Maastricht n'avait pas été voté, la citoyenneté européenne n'existait pas, donc il y avait peu de choses tangibles malgré tout pour faire adhérer les citoyens à un projet qu'ils ne connaissaient pas du tout, si tant est qu'ils le connaissent un peu mieux, mais avec quand même l'actualité qui n'est pas toujours rose, l'Europe est quand même beaucoup plus connue. Donc nous étions sur des actions plutôt culturelles. L'objectif de la Maison de l'Europe, c'est effectivement informer sur l'Union européenne, faire de l'animation, de la formation et faire en sorte donc de développer des relations entre, à l'époque, Midi-Pyrénées, maintenant on ne prétend pas être sur l'Occitanie, mais on a un périmètre dans l'ancien Midi-Pyrénées, et les autres régions d'Europe. Voilà, ça c'est l'objectif. Et jusqu'en 92, effectivement, c'était un peu compliqué. Et tout a changé, et je pense que ça c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il existe une citoyenneté européenne. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait que les travailleurs qui étaient concernés. Une femme au foyer n'avait pas d'existence légale juridique au niveau européen, un demandeur d'emploi non plus. Donc c'est vraiment l'institution de la citoyenneté européenne qui a fait que tous les citoyens et les citoyennes, donc, qui sont nés et qui ont une nationalité d'un pays de l'Union européenne, eh bien, ont la nationalité, enfin la nationalité, c'est pas une nationalité, c'est la citoyenneté européenne, pardon. Voilà, et ça a tout changé en termes déjà juridiques, et puis aussi en termes de développement des droits des citoyens. La libre circulation qui existait, mais elle a existé beaucoup plus. Et puis très vite, je dis qu'on s'est créé en 86, 87, Erasmus, le fameux programme. Pour l'avoir fait, donc voilà. C'est génial. Voilà, moi je l'ai fait avant que ça existe, c'est-à-dire que comme j'étudiais des langues, voilà, je suis partie un an en Allemagne chez ma correspondante qui m'avait hébergée et j'allais au lycée en Allemagne. Et ensuite je suis partie à Londres puisque j'avais fait langue étrangère appliquée et que je souhaitais avoir un niveau dans les deux langues, ce qui, bon, je dois quand même le reconnaître dans nos établissements français, n'est pas une possibilité majeure. C'est pour ça, là aussi, même si vous n'étudiez pas les langues, il faut dire aux jeunes de partir en Erasmus. C'est vraiment l'ouverture. Oui, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes parce que moi, je suis très souvent en contact avec les jeunes parce que j'adore. D'ailleurs, comme on avait discuté, moi, j'interviens assez souvent chez Infogène, au CRIJ. Oui. Et du coup, je leur dis, mais du coup, qu'est-ce que vous comptez faire et tout. Et il y en a beaucoup qui me disent, ah non, on veut partir. Oui. On a envie de faire nos expériences à l'étranger et revenir. Et moi, la première, c'est ce que j'ai fait aussi grâce à Erasmus. Oui. Je suis partie à Manchester, donc j'ai vécu là-bas. J'ai adoré, et c'est vrai que quand je suis rentrée, déjà même vis-à-vis de la France, on a d'autres idées, et finalement on se dit, non mais on est bien finalement en France. Oui, ça c'est clair qu'on est bien en France. On va arrêter de râler un petit peu. C'est ce qu'on a. On est bien quand même. C'est un bon message, moi c'est ce que je dis souvent. Franchement, allez voir ailleurs, et après, vous voyez qu'en France, on n'est pas si mal que ça. Rien que pour des problèmes de santé, moi j'avais juste eu un petit souci de santé au niveau dentaire. Je suis partie, pourtant à l'époque, le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Europe. Oui. Et il m'avait dit, ah bah non,
on ne vous soigne pas, même si vous avez la carte européenne de la sécurité sociale, on ne vous soigne pas. Et quand je suis rentrée en France, j'étais là, j'ai posé ma carte vitale, j'ai dit je l'ai, vive la France. En principe, donc on a accès aux soins avec cette carte européenne et on est remboursé lorsqu'on rentre. Hein. Ça n'enlève pas le fait qu'il faille. Oui, c'est ce que j'ai lu. Ouais. Mais je veux juste dire aussi que Erasmus, ce n'est pas que pour les jeunes. C'est aussi pour les professionnels, c'est aussi pour les enseignants, pour le personnel administratif. C'est vraiment et également je dirais pour les personnes aussi, alors ça se traduit pas comme ça, disons que c'est des typologies de stages, d'échanges. C'est une idée ça oui qu'il faut développer. Alors Erasmus+, moi c'est ce que j'ai fait avec Pôle emploi. À l'époque, moi c'est ce que j'avais fait. Quand j'ai quitté la mairie de Toulouse, j'étais partie voir ma conseillère Pôle emploi et je lui avais dit moi je veux partir à l'étranger. Elle m'a dit ah bah pour une fois je rencontre quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et il m'avait proposé justement le Erasmus+ avec Pôle emploi. Mais c'est génial, c'était top. Je crois qu'il continue de le faire aussi. Ah mais ça, on a même augmenté le budget là. Ah voilà, on a une bourse, on est nourri, logé, blanchi, la carte de transport est prise en charge, on nous donne de l'argent, on ne paye pas de loyer. Mais j'ai trouvé cette expérience magnifique parce que tu n'as pas cette épée Damoclès pour te dire oh, comment je vais faire pour manger, le loyer et tout. C'est génial. C'est une expérience aussi humaine, enrichissante, voilà, on a notre culture. Oui, et puis on acquiert des compétences, on voit comment on travaille ailleurs. Moi, c'était la plus belle expérience de ma vie. Et alors, je voulais savoir, la Maison de l'Europe, est-ce que vous faites, vous aidez des gens à monter des dossiers, des choses alors, comme ça, c'est un peu particulier. Alors, pour continuer un peu l'histoire, très rapidement, nous avons eu un label de l'Union européenne qui existe. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je vais vous quitter parce qu'il y a l'appel d'offres pour les 5 ans à venir qui se joue, qui s'appelle Europe Direct. Et ça, on est sélectionné sur dossier pour être un relais de l'Union européenne. Et à ce titre, on a évidemment un cahier des charges en termes de communiquer sur évidemment les politiques, les programmes européens, aussi de faire des projets avec d'autres régions, voilà. Et puis, le montage de projet, ça, il y en a qui le font, des Europe Direct ou des Maisons de l'Europe. Une Maison de l'Europe n'est pas systématiquement Europe Direct, mais donc on est tous sur le même sujet. Simplement, ça dépend à la fois, je dirais, des ressources humaines, de la structure, mais aussi de ce qu'attendent les collectivités derrière. Et nous, on ne nous a jamais trop encouragés à faire du montage de projet. Et d'ailleurs, nous n'aurions pas, il nous faudrait une personne dédiée à ça. Donc nous sommes, en quelque sorte, je vais résumer la situation, des généralistes. Vous me demandez quelque chose sur les études, j'ai, sur la recherche européenne, j'ai, mais c'est à titre sur l'économie, j'ai, mais nous, notre rayon, je vais dire, c'est éducation, formation, citoyenneté européenne et culture. Après tout le reste, on est des généralistes et on va vous renvoyer vers les bons relais. Voilà. Ce qui est déjà quand même un service rendu. Oui, c'est une première porte d'entrée assez importante. Parce que quand on est dans un pays et l'Europe, bon, ça nous paraît tellement, c'est normal, c'est lointain. Donc, oui. Alors pour les porteurs de projets qui souhaitent répondre à des appels à projets, maintenant en plus, je vous ai parlé des années 86 où il n'existait rien, mais par exemple vous avez un site de la région Occitanie, l'Europe s'engage, la région agit, qui est très bien fait. Vous rentrez, vous l'avez par thématique ou par public ou par fonds européen et selon ce que vous choisissez, ça vous donne déjà voyez, une première approche et ensuite vous pouvez aller voir les instructeurs de ces dossiers dans les collectivités pour vous faire aider. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses et en fait, je voudrais juste rappeler aussi qu'on est souvent en train de critiquer l'Europe en disant ouais on ferait mieux de partir, tout ça, alors qu'au final en fait c'est beaucoup trop d'informations et les gens ne vont pas à l'essentiel et ne cherchent pas vraiment de se dire que non mais les gars sans l'Europe on est paumés quoi, il y a beaucoup de choses. Mais surtout c'est fini pour nous quoi, c'est ça. On n'existe plus en tant que pays, on parle de souveraineté. Mais il y a énormément de choses où on n'existerait plus en termes de pouvoir quoi. C'est ça. Oui bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'il est important de dire que soyons contents d'être en Europe et pas que la France soit toute seule et soit retirée justement de l'Europe. Évidemment. Alors, on va
va pas dire que l'Europe c'est parfait, c'est merveilleux, pas du tout. C'est un processus qui a toujours avancé par compromis, par crise également. Hein. On voit là que avec le Covid, la crise du Covid, eh bien, elle a permis d'avoir plus de compétences sur la santé, alors que l'Europe n'avait pas vraiment de compétences en matière de santé. Là, hélas, on est sur une matière plus de défense, Oui. avec la guerre en Ukraine, C'est ce que j'ai mais les crises font que, eh bien, on voit que là, quand même, on se regroupe et on essaie de trouver des solutions pour être plus forts ensemble, parce que c'est ça l'idée. Oui, Et tout Et ça, encore, nous, on est la France, mais imaginez, on a C'est- le Luxembourg, on a Malte. Malte, c'est grand comme Toulouse Métropole, et c'est Oui. un État, quoi. ouais, Totalement. c'est l'idée de départ d'ailleurs, hein. De toute façon, ça, je pense que tout le monde, tous les citoyens européens adhèrent. Hein. C'est que L'idée de départ, seul oui. dans le monde Ouais, actuel, ouais. aucun pays Ouais, ne ouais. compterait. Oui, oui. Il fallait L'idée de que départ, c'est plus que ça. le regroupement était nécessaire. Ouais. Ça, c'est Bah, pas ça s'est indispensable. construit après la Deuxième Guerre Oui, mondiale. l'idée de suite, départ, c'est justement. vraiment la paix. Alors là, justement, c'est quand même quelque chose où on est Bah, un il faut peu savoir- gêné, parce qu'on voit bien que la guerre est à nouveau à nos portes, mais l'idée, c'était vraiment la réconciliation. Et puis surtout, la possibilité économique de pouvoir reconstruire l'Europe, mais avec l'ennemi d'hier. C'est ce que Voilà, j'allais vous dire. c'est ce que j'allais Il vous faut dire. replacer que nous avions un bloc de l'Est et Oui, un bloc de Oui, l'Ouest. et puis on avait un ennemi Voilà. qui était l'Allemagne, et ça fait Voilà. la troisième fois qu'on Et s'est nous, on cassé était la figure. éparpillés Ouais. au milieu, tous les pays éparpillés, qui couvraient Ouais. plus ou moins, selon les affinités, on dira, je crois. Hein. C'est ça. Donc Oui. c'était une nécessité. Ouais. Oui, et puis là, il y a un enjeu démocratique majeur, donc c'est clair que... Et alors peut-être Il pour faut conclure, pas- si dans les petites actualités européennes, on dira du moment. Oui, alors deux choses, je vais dire... Vous auriez envie de commenter quelque Alors chose? là, je ne vais pas commenter, je vais informer, c'est-à-dire que informer. là, le mois de mai, c'est le mois de l'Europe, Moi, de- partout en Très Europe. bien. Pourquoi le mois de l'Europe? Parce que le 9 mai, on parlait justement de la création de l'Europe, le 9 mai, c'est le jour où il y a eu la signature du traité de Paris de la communauté économique du charbon et de l'acier, le 9 mai 50. Et donc ce 9 mai est devenu la journée de l'Europe que nous fêtions comme ça, et puis tout d'un coup, au fil des années, là on est sur un mois de l'Europe, donc il y a une chose nationale qui s'appelle le Joli Mois de l'Europe, hein, c'est une plateforme, on peut y aller, jolimoisdeleurope.eu. C'est une déclinaison régionale également avec un programme culturel, économique, enfin il y a foisonnement. Et puis il y a Toulouse Métropole aussi qui organise une semaine de l'Europe, mais qui dure presque 3 semaines. Et tout ça s'imbrique et fait qu'il y a un programme formidable. Il ne faut pas hésiter à aller sur les sites, que ce soit Toulouse Métropole, la région ou le Joli Mois de l'Europe. On Et vous je- mettra les liens en dessous. Oui, je vous signale juste quelque chose qui peut être sympathique et intéressant. On fait, par exemple, dans ce cadre-là, une balade à vélo mercredi 28, c'est-à-dire la semaine prochaine. Auditrices et auditeurs, écoutez très très bien ce qui est en train d'être dit. Voilà, pour aller visiter, alors c'est un tour, c'est le grand boulevard, hein, on va pas, pour aller visiter des sites qui sont cofinancés par l'Europe. Alors il y aura un Ouais, site à Ça va l'unité. vous faire du sport un Ouais, peu, c'est ce que hein, je me parce qu'on a dis. besoin Voilà, de- donc il y a On sera par là. exemple Allez, l'Alliance d'université à Toulouse-Capitole, Ouais. il y a l'antenne de la CNG, moi-même j'ignorais qu'il y avait une antenne de la CNG au Ramier, le saviez-vous? Non. Non. Voilà, et puis nous irons, bon voilà, dans d'autres sites, on finira évidemment par le métro puisque c'est la grande aventure Donc ça, c'est chouette. toulousaine qui est Ouais. cofinancée également. Donc là, 28, il faut aller sur notre Instagram, hein, Europe TLSE Occitanie, et il y a donc LOASO pour s'inscrire. Il faut s'inscrire parce qu'on ne peut pas prendre 50 personnes, mais c'est gratuit bien entendu. Il y a nos guides, nos jeunes guides de la Maison de l'Europe qui vont commenter tout ça, et c'est la 3e année qu'on le fait, et c'est vraiment très très sympa. Surtout qu'on va avoir, et on ne pensait pas l'avoir, il devait être quelque part en Europe, Théo Vélo. Je ne sais pas si vous le connaissez, il faudra prendre ses coordonnées Il faudra qu'on en parle et avec peut-être vous. le faire venir. Oui, Parce Parce qu'on cherchait d'ailleurs quelqu'un qui il, fait tu m'en du avais vélo. parlé de lui. il fait le Oui. tour des tours d'Europe à vélo. Il a une expérience folle et on a la chance, on s'est croisés. Il n'est pas parti, donc il sera là.
Ah, mais c'est Ok. génial. Voilà, mais on va y aller doublement. Ah, mais Exactement, je pense ouais. que Est-ce qu'il nous écoute d'ailleurs? Il nous écoutera. c'est une donc, très bonne opportunité. voilà. Alors ça c'est pour le culturel. Et puis si vous voulez une actualité ou deux, bon ben, déjà on espère que l'Ukraine, on va trouver Oui. des solutions rapidement. Ça peut plus continuer. On a comme vu ça. que l'Europe reprenait quand même un peu la main après avoir été écartée. Enfin, je vous passe des détails sur l'actualité que vous connaissez par cœur. Et puis, quand même, la bonne nouvelle du week-end, c'est que la Roumanie a choisi un président pro-européen. Je crois que là, Ça fait du bien. on peut conclure là-dessus. Ce qui n'était pas gagné. Comme vous dites, ça fait ce du qui bien. n'était Pas du tout, gagné. pas du tout. Parce que quand on Pas a du la tout. Hongrie, tout ça. bon. Voilà, donc l'Europe, c'est à la fois les citoyens, la culture, le vivre ensemble, et bien sûr le politique, la démocratie, les valeurs. Donc tout ça est un tout que nous Exactement. devons préserver. Franchement, travail formidable. Moi, je trouve que en plus, ça a le mérite d'exister. Il fallait que ça existe. On va juste dire Voilà. où c'est. Alors allez-y, exactement. Bah Moi, oui. je suis d'accord. Nous allons Alors conclure. que Je nous vous laisse avons un conclure. Où site êtes-vous? qui s'appelle Maison Europe Direct-toulouse.eu. Nous sommes au 32 rue de la Dalbade, dans ces magnifiques locaux de la DRAC où nous sommes hébergés. Donc on ne peut pas venir comme ça, il faut voilà, prendre rendez-vous, mais nous accueillons toutes les personnes avec plaisir. Et ce mois-ci, donc, nous sommes sur les places publiques à Saint-Orens, on était à Blagnac la semaine dernière, et nous avons aussi une territorialité qui est le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Donc on était aussi à Montauban, et il y a une exposition à la maison de la région de Montauban. Mes jeunes collègues partent à Albi dans un lycée faire une animation européenne la semaine prochaine. Voilà, donc on essaie de faire vivre l'Europe au niveau à la fois associatif et de communiquer et aussi de faire remonter pas les ressentis, mais les opinions des citoyens sur l'Union européenne. Ça, Parce c'est que important. c'est ce C'est que nous important. demande l'Union européenne, c'est très important. important. C'est très Oui, important oui. de rassembler les gens. Comme vous avez dit, Xavier Hamon, qui est très important, c'est rassembler les gens. Peu importe les idéologies que l'on a, il faut qu'on arrive à se Les rassembler et les mettre en lien. Ça, C'est c'est ça. très important. Qu'on retrouve le côté humain Oui. qu'on a perdu, je pense, pendant le Covid. Oui, mais bon, moi vous avez compris que j'étais quelqu'un d'assez optimiste, donc voilà. Même s'il Et y a de dynamique. Oui, merci. un bel Moi, exemple, je franchement, trouve. félicitations parce que vous avez des initiatives, on sent que ça bouge, vous avez C'est partout. 40 ans de ma vie. Hein. On sent la passion. À notre époque, c'est beau de voir des gens Oui, qui... mais j'ai vraiment- des collègues qui sont J'en comme doute moi, pas, et j'en les doute jeunes surtout, on est en J'entends. train de former les jeunes. N'est-ce parce pas que- Parce que voilà, N'est-ce pas? voilà, ça c'est pour la technique. Hein. Là, vous ne voyez pas, nous avons un petit jeune technicien que je salue qui fait un excellent travail, car sans lui, il n'y aurait pas d'émission. Voilà, Je confirme. ça c'était pour lui Bravo. tirer mon chapeau. Et merci. Et Voilà. je voulais Merci rajouter à vous. aussi- Eh ben, c'est nous qui vous remercions. Et je voulais rajouter aussi que vous serez donc parmi nous le 14 juin pour une conférence autour de l'égalité des femmes. Voilà, donc Et- pour apporter un petit peu d'informations sur ce que fait l'Union européenne C'est ça, et pour l'évolution. l'égalité. Et dire aussi que ce n'est pas ouvert qu'aux femmes, mais aussi aux hommes. Que Oui. l'égalité Ah oui, homme-femme, là. Si on dit ça. égalité, Parce que avec ce non. sou ici, on a dit on est du 50-50 à tous. allez, ça. je le vois, Sauf je voilà. l'ai devant moi, 50-50. Voilà. Et Sauf on au y premier tient. date, je suis désolée. Voilà. On aime que les hommes nous fassent la cour. Ça, Ils je nous suis d'accord habillent, avec ils soient toi. câlins. Ça, Mais c'est comme tu dis important. souvent, les femmes, on n'écrase pas les hommes. Ah non, Attention. jamais, je veux Voilà. pas de ça, moi. J'aime pas On Voilà. a 2000 ans de retard historique. Nous mais sommes ici pour la on n'est pas féminité rancunière. et la bonne On C'est avance. ce que j'allais dire. C'est ce que Voilà. j'allais dire. On y travaille On sur les fait hommes. notre bout de chemin. C'est ça, j'ai adoré le 2000 ans de retard. Ma mère, elle vous a... bah, vous l'avez rencontrée, elle vous attend. Allez hop, ça c'est fait. Voilà, ben oui, Ça, elle est oui, contente. on a 2000 ans de retard historique. J'ai fait aussi un peu d'histoire de l'art et je m'occupe beaucoup aussi de généalogie qui me passionne par ailleurs. Donc j'ai fait aussi du droit de la famille et en effet on a 2000 ans de retard historique. Ça s'est arrangé depuis les années 75 hein, finalement. Merci Simone. Et d'autres femmes qui ont aussi Bien sûr. œuvré aussi. Et l'autre fois, on en parlait samedi soir en famille. Quand je pense que les femmes ont eu un droit d'ouvrir un compte en banque et d'avoir un compte en... Il n'y a pas si longtemps que ça, même le droit Oui, de vote, on a fait 75, 80 ans. 73 ou 75. Bah, C'est écoutez, ça. même la peine de mort. Hein, Oui. ouais. Voilà, Ça, c'est c'était le beaucoup truc de le monde, plus- hein. Non, vous voyez ce que je veux dire, c'est le Oui. truc le plus. On se dit Ouais. la peine de mort, c'était longtemps, non, c'était en. C'était 82, Non, oui, c'est c'est ça. 82. je crois, ouais. C'est pas si vieux que ça. Non, Ah, vous savez quoi, quand vous dites ça, ça me rappelle un test que j'ai eu pour passer mon bac.
quand a été abolie la peine de Eh mort, oui, je viens oui, d'avoir oui, un oui. flash. Parce que dans Voilà. l'esprit de beaucoup de gens, je pense qu'ils disent c'est tellement grave que dans un pays comme la France, ça fait longtemps que. Mais non, ça ne date que de 82, il faut le Exactement. savoir. S'il n'y a pas de conneries quand même. Bon, et bien en tout cas, c'était un plaisir À de vous bientôt, avoir. À très bientôt. Voilà, Merci, je en pense tout que les cas, pour auditeurs votre et accueil. auditrices ont appris une multitude d'informations intéressantes. C'est ça. Bon, en tout cas, Vraiment. j'espère que ça les aura Et intéressés merci à et vous. surtout donner l'idée de se dire bon, c'est quoi cette Europe et à quoi elle nous sert et Exactement. comment ça marche. C'est le Exactement. principal. Exactement. Bah, à merci vous. beaucoup en tout cas. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. On est parti. Bonjour, chers auditrices de Toulouse Connect et auditeurs. On n'oublie pas les garçons, hein, ce sont Oui, comme jamais. d'habitude. On aime trop les hommes. Aujourd'hui, on fait un vœu parce que c'est la première chronique de Toulouse Connect. Et vous ne le savez peut-être pas, il y en a qui me reconnaissent, Blog Toulouse, j'étais paysagiste, donc cette chronique qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une chronique jardinage. Et Soussou, notre Soussou national, va être notre petite main. Oh, Hein, con. Soussou, tu vas m'aider. Et une petite pensée d'ailleurs, parce que je l'adorais, et comme c'est notre première chronique, ça sera le vœu, Maïté, si tu nous écoutes. Hein. Moi, elle me fait penser à ma mamie Janie qui est décédée au mois de décembre, qui est Voilà. décédée 2 jours après elle. Alors, Voilà. gros bisous. Donc, hein. j'espère que vous allez aimer et vous allez apprendre plein de choses. Alors voilà. Aujourd'hui, nous allons démarrer cette première chronique jardinage par comment s'occuper d'une orchidée. Je vois déjà Soussou qui s'inquiète. Alors, il faut savoir d'abord que les orchidées, on en trouve dans 3 milieux. Donc, Soussou, est-ce que tu pourrais, si tu réfléchis, tu sais un peu d'où vient cette plante, tu penses que ça vient d'où, principalement? De Ouarzazate. Alors, Non, je plaisante. ça pourrait. tu vois. Ça vient du Maghreb. Milieu tropical et subtropical. Ah oui. A besoin de quoique, clarté et elle, Maghreb, d'humidité. c'est Oui, c'est après pas les loin. tropiques. C'est pas loin, voilà. Si on voit le. Mais on en trouve aussi le long des cours d'eau et même en bord de mer. Et il faut savoir que l'orchidée, elle a des racines, comme on peut voir là. Mais elle n'est pas dans la terre. Elle s'accroche. Oh, Donc, si tu veux, elle s'accroche au tronc d'arbre. pas Elle comme mon ex, s'accroche quoi. aux cailloux. Elle s'accroche à tout ce qu'elle trouve. Oui, Voilà. bah pas comme mon ex. Il y a des milliers d'orchidées qui existent au monde. Mais Oh. ce qui est le plus couramment commercialisé en France, ça s'appelle la Phalaenopsis. Voilà. Alors, voilà le type d'orchidée qui a grandement besoin d'être rempotée. Ok. Elle est fatiguée. Alors, par contre, au niveau orchidée, malheureusement, je vais faire des heureux et des des malheureux. malheureux. Et oui, parce que tout le monde est attiré par cette fleur qui est effectivement magnifique, mais tout le monde ne veut pas avoir une orchidée chez soi. Alors, si vous avez déjà un intérieur complètement sombre, vous n'avez même pas une pièce avec une fenêtre, avec un peu de clarté, j'ajoute que ce qui peut vous sauver, c'est que si vous avez un mur blanc derrière, la clarté est augmentée. Donc là, à ce moment-là, on peut tester l'orchidée. Mais dans ces conditions, c'est pas la peine d'acheter une orchidée parce qu'elle va mourir. Pour ceux qui, par contre, ont un appartement au soleil, plein sud, beaucoup de luminosité, là, nickel, on peut avoir une orchidée. Mais après, c'est ce que nous allons vous démontrer dans cette première chronique jardinage, c'est que c'est très technique et je vais vous apprendre comment conserver votre orchidée en pleine forme. Donc voilà une orchidée Soussou qui doit être rempotée. D'accord. Alors, on rempote une orchidée, attention, après floraison, pas pendant floraison. Voilà. Donc, si la tige de fleurs, tu sais, tout Soussou, il n'y a plus les fleurs, Ouais. on coupe à la base et après, on va faire procéder au rempotage. Dédicace Voilà. à ma tata Farida qui me donne des tips sur le jardinage. Voilà. Donc, moi, j'ai un cache-pot. Certains ont une soucoupe. Donc, je vais enlever l'orchidée du cache-pot. Tiens, ma Soussou, si tu peux nous poser le cache-pot délicatement, comme tu sais le faire, sur cette petite table, sur la tête, évidemment. C'est un vrai clou. Vous commencez à connaître la Soussou nationale. Donc, on voit très bien, vous voyez, quand votre orchidée, soit a les feuilles qui commencent un peu à jaunir, soit touche, tu vois, c'est sec. Ça, le copeau de bois a l'air vieillot, tu vois, parce que les racines, elles ont besoin de se nourrir. Une orchidée, c'est comme un être humain. Donc, elle se nourrit par quoi? Par le substrat. Et le substrat, là, on le voit, il est vieillot. Et on voit surtout aussi des racines qui sont marrons. Tu vois, toutes celles-là, on va les couper. C'est des D'accord. racines mortes. Ça va lui faire D'accord. du bien d'avoir moins de racines. Et on va garder les racines très intéressantes, c'est celles qui sont d'un gris bleu, je dirais. C'est D'accord. celle-là que nous allons conserver.
Alors, c'est parti, mesdames et messieurs, regardez bien. Donc, vous faites délicatement parce que c'est quand même fragile. Vous vous mettez dans un endroit où vous ne salissez pas. Alors, nous allons enlever l'orchidée de son pot. Et donc, tu le vois, ma soussou, elle en a besoin. Ah oui. Il y a des racines partout. Vous voyez, quand vous voyez l'orchidée comme ça, rempotage direct. Alors, je précise que si votre orchidée est vraiment très développée, bon, celle-là encore, je vais la laisser dans le même pot, mais si elle est très développée, je vous conseille, quand vous rempotez, de prendre un pot supérieur, plus large. Voilà, comme ça, c'est fait pour le futur. Alors, ma soussou, on va y aller. Au début, on fait un peu comme ça pour faire tomber un peu tout. Tu vois, tu t'aperçois que le substrat, vous le voyez, chers auditeurs et auditrices, il n'y a plus grand-chose. Donc, c'était vraiment temps qu'on s'occupe de cette belle orchidée. Et donc, ma soussou, d'après ce que je t'ai dit, après les racines, comme vous voyez, vous les démêlez un petit peu pour voir un peu ce qui se passe là-dedans. Et donc, ma soussou, tu vas prendre ton petit sécateur. Et alors, on va repérer déjà ce qui n'est pas très joli. Mais il faut savoir aussi que là, il y a beaucoup trop de racines. Donc, on va se permettre de couper quelques bonnes racines et de garder les plus sympas. Donc, du coup, tu vas me couper le bout de celle-là, par exemple. Alors, j'espère que nos auditeurs et auditrices vont bien voir, tu vois, parce que C'est notre premier bébé. voilà, c'est Je notre coupe bébé. le cordon ombilical. Vas-y, coupe. Ici, tu vois, elles sont pas belles. Regarde, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de couper. Nous avons ici, tu vois, des choses qui sont pas très jolies. Donc, ça aussi, on coupe. Voilà. Donc, vous voyez, hein, mes chers auditeurs, vous démêlez bien et vous regardez. Et vous allez tout de suite voir, tu vois, tout ça, là, tu vois, c'est pas très joli non plus. Les bouts, là, tous ces bouts, là, il faut les couper. Parce qu'ils commencent à noircir. Ça veut dire que et ça va pas tuer votre orchidée. Bien au contraire, ça va lui faire beaucoup de bien de faire ça. Voilà, pareil ici, tu vois, les bouts commencent à noircir. Donc, on va couper ces bouts-là qui noircissent, là. Celui-là. Également ici, là. Allez, tous les petits bouts, là, on les coupe. Voilà, il y en a encore un petit là. Voilà, là, tu vois, alors par contre, vous voyez, mesdames et messieurs, là, c'est typique. Celle-là, elle est noire. Donc, elle n'est pas bonne. Elle est morte. Donc, on s'en débarrasse. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Nous avons encore ici. C'est pour ça que je vous dis, mesdames et messieurs, il faudra bien démêler vos orchidées et faire ça avec patience et délicatesse. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Mais moi, je le suis. C'est pour ça que nous sommes un bon complément. De Bon ouf. binôme. Alors, De attends. ouf. Ici aussi. Et moi, je me ferai aussi celle-là. Donc, tu peux constater, elle n'est pas terrible. Voilà. Alors maintenant, Il y a là. le allez, truc. celle-là, regardez, elle est moche, celle-là. Ouf, elle est noire, elle est moche. Allez, coupe-la à la base, celle-là. Voilà. Oups. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous pouvez voir maintenant, c'est flagrant, je crois pas, pour au début, nous avons éliminé, tiens, il y a encore ça, qui est tout sec. Nous avons éliminé toutes les racines qui ne servaient pas et qui en fait épuisent l'orchidée. Nous allons garder que les bonnes. Nous allons pouvoir par conséquent maintenant commencer à la Rempoté. rempotage. Tu as tout compris, ma soussou. Alors, maintenant, autre chose technique. Pour toute plante, et les orchidées sont très sensibles. Il ne faut pas qu'elles baignent dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va drainer le pot avant de la rempoter. Et pour ça, nous avons, De je te l'argile. laisse des billes d'argile. Ah Donc, ouais. je te laisse faire ma soussou. Tu vas mettre un peu de billes d'argile comme ça au fond du pot. Ça va éviter que l'eau stagne. Parce qu'en fait, si l'eau stagne dans votre orchidée, un petit peu trop. Si l'eau stagne dans l'orchidée, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'asphyxier, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, vous allez placer votre orchidée au milieu. Alors, toutes ces petites racines-là qui sont très belles, elles peuvent continuer à dépasser du pot. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez, ça dépasse du pot. Les autres, je les mets dans le pot. Voilà, comme ceci. Voilà, là, je crois qu'on voit bien. Vous voyez, elle est bien placée au milieu. Vous la placez bien au milieu.
Et ensuite, alors moi, généralement, j'enlève mes gants. La Soussou nationale, elle a son vernis à ongles, donc non. Parce que là, c'est un peu compliqué. Il faut, alors tu m'avais dit Soussou, là, lève les feuilles. C'est pour ça que je vous dis que faites ça dans un endroit où ça risque rien, parce qu'il faut mettre des nouveaux copeaux, donc de bois, qui vont être le nutriment de votre orchidée. Donc vous trouvez tout ça, bien entendu, en jardinerie. Il vous faut du rempotage orchidée. Et donc, vous y allez, et c'est mieux, comme je vous dis, sans les gants, parce qu'il faut vraiment mettre bien comme il faut jusqu'au bout. Voilà. Faut que vraiment il n'y ait pas d'espace, vous comprenez? C'est pour ça qu'avec les doigts, c'est plus facile qu'avec des gants. Voilà. Ça m'a pas l'air mal, Soussou, tu crois pas là? Ah, c'est parfait. Tu m'as appris quelque Tu chose, tu vois, vois. donc tu t'aperçois que on a du copeau partout. Ouais, On a laissé effectivement dépasser les plus belles racines et nos autres racines allégées sont prises dans un substrat qui maintenant va pouvoir nourrir l'orchidée puisqu'il est tout nouveau. waouh. Voilà. Donc après, techniquement, une dernière chose à vous dire. Comment on les arrose? Il y a deux techniques. La première, c'est ce que fait la majorité des gens, et c'est très bien. Vous mettez les orchidées à peu près dans votre évier. L'eau doit arriver à peu près à mi-hauteur et vous laissez tremper une bonne heure. D'accord. Voilà. Après, moi, je préfère, mais ça, il faut que vous le sentiez parce que c'est un peu plus compliqué. Moi, carrément, j'ouvre mon robinet d'eau, je laisse couler juste un filin et je ne mouille que le substrat et également, très important, les racines en dehors. Surtout pas les feuilles et la base parce que sinon, votre orchidée va pourrir et va mourir. D'accord. Donc, si vous ne sentez pas la deuxième option, Ouais, il vaut mieux les mettre dans l'évier d'accord. avec l'eau à moitié pot. Ok. Et ce que je fais après, toujours pour pas que l'orchidée, surtout que s'il y a un cache-pot, c'est important, ou une soucoupe, je laisse après 3-4 heures mon orchidée au bord de mon lavabo afin, si vous voulez, que l'eau s'écoule et que quand je la remets dans mon pot ou ma soucoupe, le substrat, oui, il soit humide, mais qu'il n'y ait pas un excès d'eau. D'accord, Voilà. ok. Et une orchidée, pour finir, il faut savoir que vous pouvez l'arroser toutes les 3 semaines. Après, vous touchez, quand vous sentez que le substrat est sec, ça veut dire qu'elle a besoin d'être arrosée. Voilà, mais c'est pas la peine de l'arroser tous les 2 jours parce que sinon, ça aussi, c'est négatif. Et dernier point, ma Soussou, Oui. pour ne pas que l'orchidée meure, parce qu'on est triste si Non. elle meurt. Et quand je dis qu'il faut de la luminosité, il en faut, mais pas de soleil direct. Le soleil direct, l'orchidée, elle n'aime pas. Elle va brûler. Donc, il faut trouver une place vraiment avec juste de la clarté, Ok. mais pas de soleil direct. Et donc, dès que vous avez trouvé une place et que votre orchidée s'épanouit à cette place, vous ne la bougez plus jamais de place. Voilà ma Soussou. Bah écoute, c'était C'était super notre instructif. première chronique jardinage. Mais Donc, franchement, bravo, j'ai appris et des chers choses. auditrices et auditeurs, vous aurez de temps en temps d'autres chroniques, pas que du jardinage, sur Toulouse Connect. Et comme d'habitude, avant de nous quitter, nous vous faisons de gros Gros poutou poutou poutou.